Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Oui, bonjour, consultant. Je vais bien. Bonjour, je suppose que tout le monde me reçoit très bien. Je suis Akibo Sabimoussé, consultant formateur en marché public, procédure internationale. Et de façon traditionnelle, le cabinet Bass Consulting anime à l'intention des cadres, des administrations publiques, des administrations privées et autres personnes intéressées des webinaires gratuits avec une périodicité mensuelle. Et c'est dans ce cadre-là que pour le mois d'août, nous sommes là pour discuter, parce que c'est une causerie, sur les erreurs à éviter dans un document d'appel à concurrence en prestations intellectuelles, notamment les services de consultants. Comme d'habitude, cela va durer 1 heure, 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions-réponses également, où vous aurez la latitude de poser vos questions, soit dans le chat inbox ou à travers vos micros qui seront activés pour la circonstance. Donc, la présentation sera appuyée quand même d'un PowerPoint que vous avez à l'écran déjà là en première page. Et je vais l'aborder en deux grandes parties. La première, ce sont les observations d'ordre général. La deuxième partie, ou je dirais la seconde, ce sont des observations d'ordre spécifique que vous avez notamment en 20 points. Et je tiens à rappeler que ces 20 points-là ne sont pas exhaustifs. Donc, cela pourrait quand même faire l'objet de réaménagement ou provenant de vos différents apports, de vos questions et autres observations et autres échanges que vous pourrez quand même engager lors de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, le thème, il est un thème d'actualité, comme vous le savez. Et par expérience, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de cadres des administrations publiques et privées lors des programmes de formation que nous animons. Et notamment les marchés de services de consultants, les prestations intellectuelles, sont la bête noire de beaucoup d'acteurs de la chaîne de commande publique. Pour plusieurs raisons qui leur sont propres, je cite, cela est très très fastidieux, ça prend beaucoup de temps, il y a énormément plus d'étapes et parfois c'est pour de petits montants qu'on fait plus d'efforts et il y a nettement plus de petits détails sur lesquels il faut s'appesantir pour ne pas quand même passer à côté de la procédure. Donc, ça reste quand même la bête noire de beaucoup d'acteurs de la chaîne de commande publique et c'est ce qui nous a quand même amené très vite à programmer ce webinaire-là que nous abordons de façon très détaillée pendant nos formations, il faut l'avouer. Donc là, vous allez avoir les erreurs générales, les erreurs spécifiques, les questions-réponses. En termes d'erreurs générales, le premier point que j'aborde ici, c'est que lorsque vous êtes dans ce processus-là de passation des marchés, de services de consultants, il ne faudrait pas oublier ce pourquoi vous vous engagez dans le processus. C'est important. Comme on le dit, il faut toujours savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va. Et le plus important, c'est le pourquoi. Il faut toujours que cette question-là puisse résonner pour que vous puissiez vous demander pourquoi nous sommes en train de faire ce processus-là. Pourquoi nous sommes en train de vouloir faire cette acquisition, notamment en service de consultant. Donc, ce pourquoi-là doit tout le temps guider vos actions, vos réflexions et votre sens même, aiguiser un tout petit peu votre sens de la perspicacité jusqu'à la fin
du processus. Donc, c'est le pourquoi, comme le dit quelqu'un, le pourquoi est toujours plus important que le comment. Donc, il ne faudrait jamais oublier pourquoi vous faites le processus. Deux, qui est aujourd'hui l'erreur la plus commune qui est observée, c'est qu'il ne faut jamais ignorer l'étude de marché. L'étude de marché qui aujourd'hui est de plus en plus facilitée par certaines procédures internationales, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs qui ont facilité à travers des outils d'étude de marché. Mais si vous vous retrouvez aujourd'hui au plan national, c'est une étude que vous êtes obligé d'intégrer, même si les dispositions du cadre juridique et institutionnel ne vous imposent pas de le faire. C'est quelque chose que vous devez faire en réalité pour savoir pour les prestations que vous voulez là, quelles sont en réalité le vivier d'entreprise que vous avez à portée de main sur le plan local, au plan international, au plan national, au plan régional. Donc, savoir quelles sont ces prestations-là que nous voulons faire, parce que ça, comme vous le voyez, le 2 est une implication du 1. Pourquoi on le fait et qui sont ceux qui sont capables de le faire? Dans quel délai, quels sont les antécédents? Donc, il faut connaître toujours le marché et son évolution surtout. C'est important. Quels sont le nombre d'entreprises que nous avons? Est-ce qu'on a des experts dans ce sens? Si oui, où est-ce qu'ils ont déjà travaillé? Combien on pourrait avoir? Il faut analyser tous ces aspects-là pour maîtriser votre étude de marché. Troisième grosse erreur en termes d'observation générale, d'erreur générale, c'est qu'il ne faut jamais oublier, et nous avons l'impression que certains oublient, que ces documents-là peuvent faire l'objet de plaintes. On a tendance à espérer, à la limite, si c'est un peu abusif mon mot, les plaintes pendant le délai d'attente qui, bien sûr, vient être déclenché par la notification d'intention d'attribution d'un contrat. Donc, lorsque vous publiez cette notification d'intention, vous avez un délai d'attente qui, quand même, vous permet de recevoir les plaintes et de les traiter dans les délais requis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos dossiers de présélection et ou de sélection que vous lancez en service de consultant peuvent faire aussi l'objet de plaintes de parties intéressées. Donc, ici, n'importe qui peut déposer une plainte sur un dossier que vous publiez. Et cette plainte-là, vous êtes obligé de la traiter. Donc, il faut suffisamment bien rédiger les documents, sans oublier que lorsque ces documents-là sortent là, cela pourrait faire l'objet d'une plainte de toute partie intéressée. Quatrième point, il ne faut pas oublier les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont tous les acteurs de votre administration qui sont autour de vous, qui vont être soit les bénéficiaires ou soit des gens qui vont être impliqués dans l'utilisation, qu'elle soit provisoire ou finale, de la prestation que vous êtes en train de vouloir commander. Donc, il faut toujours associer les parties prenantes, c'est toujours important. Et ça va être d'ailleurs le point zéro des obligations d'ordre spécifique parce que c'est tout cela qui va guider le socle même de la réussite de tout processus en matière de prestation intellectuelle. 5, c'est qu'il faut éviter du plagiat. On le remarque généralement lorsqu'on a un dossier à lancer, un processus, on se dit, bon, écoutez, tel collègue dans telle administration, l'année passée, j'ai telle information, il a déjà lancé un marché de ce genre. On l'appelle au téléphone, il nous envoie le dossier, les dossiers qu'il a lancés, présélection, sélection par mail. Et bon, on essaie de remplacer sans se rendre compte que le contexte a soit changé ou évolué et que ce n'est même pas les mêmes. Le besoin sommaire peut être le même, mais les besoins spécifiques peuvent différer. Vous n'avez pas les mêmes utilisateurs, vous n'avez donc, il y a beaucoup de paramètres qui ne seront forcément pas les mêmes et qui vont influer sur la qualité de la prestation que vous allez avoir in fine. Donc, il faut éviter de faire du plagiat. On peut s'inspirer parfois, mais il ne faut pas faire du plagiat. C'est une erreur. 6, c'est la mauvaise maîtrise du processus et de son déroulement. C'est-à-dire, avant de démarrer ce processus-là, le service de consultant, encore appelé prestation intellectuelle, vous devez être en mesure de savoir quelles sont les différentes étapes, les exigences de chaque étape et comment cela va finir jusqu'à ce que vous puissiez mettre à disposition le cabinet et ou le groupement de cabinets pour la prestation. Donc, il faut connaître tout le processus avant de s'engager. C'est très important. Donc, voilà là 6 erreurs générales que je voulais partager très rapidement avec vous. En termes d'erreurs spécifiques, j'ai parlé de 20, mais je pense là qu'avec le 0, on va avoir 21. Le tout premier, qui, comme vous le voyez, est non seulement en gras, mais aussi en rouge, c'est de rater les thèmes de référence. Quand vous ratez vos thèmes de référence, ce n'est pas possible que vous réussissiez votre sélection, ce n'est pas possible que vous réussissiez votre sélection, ce n'est pas possible que vous réussissiez votre attribution et ce n'est pas possible que vous réussissiez la mise en œuvre de votre prestation.
Cela n'arrive jamais. Vous ne pouvez pas rater les thèmes de référence et réussir la prestation. C'est impossible. Donc, les thèmes de référence, au fait, c'est le concentré de l'expression des besoins, soit de l'acheteur, de l'autorité contractante, de l'emprunteur, selon les cas. Donc, il faut exprimer clairement ce que vous voulez. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez en réalité? C'est ça qu'on met dans les thèmes de référence. Objectif général, objectif spécifique, le contexte. Quels sont les livrables que vous attendez? Tous les aspects qui vont quand même être satellitaires, votre expression des besoins seront dans les thèmes de référence. Donc, si vous ratez l'expression de votre besoin, vous ne pouvez pas attendre que le cabinet et ou le groupement de cabinet qui sera allié puisse vous comprendre. Ce n'est pas possible. Vous exprimez mal votre besoin, ils vont aussi réagir en fonction. Donc, il faut toujours prendre du temps et c'est pour cela que les thèmes de référence aujourd'hui requièrent d'ailleurs un avis de non-nomination spécifique. Même quand on les envoie parfois ensemble avec l'ami, on vous donne un avis de non-nomination sur les deux. Donc, il y a un avis de non-nomination spécifique sur les thèmes de référence. Parce que ça, c'est le socle de tout processus de passation des marchés en service de consultant. Vous le ratez, vous passez à côté. Tout le reste. Premier point qui, lui, est plus spécifique, c'est d'oublier dans votre avis que vous allez publier, notamment l'avis de manifestation d'intérêt, parce qu'il il ne faut pas confondre ami et ami. Vous avez les deux qui font le même sigle, mais qui n'ont pas forcément les mêmes définitions. Vous avez le document qu'on va lancer pour la présélection, qu'on va appeler l'AMI, qui est l'avis de manifestation d'intérêt. Mais le processus même s'appelle AMI aussi, appel à manifestation d'intérêt. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt, c'est le nom du processus, mais le document qui permet de lancer le processus, c'est l'AMI, l'avis de manifestation d'intérêt. Voilà. C'est comme quand vous êtes dans un processus de recrutement, on dit que vous êtes dans un processus de recrutement, mais on lance un avis de recrutement. Voilà. Donc, cet avis-là, il ne faudrait pas oublier dans cet avis-là, l'avis de manifestation d'intérêt, les avis, l'avis général de passation des marchés. Il ne faut jamais l'oublier parce que votre avis général de passation des marchés, ici, est le socle de tous les marchés que vous allez lancer dans le cadre d'une même opération, d'une même année et tout. Donc, vous avez un seul avis général de passation des marchés et vous avez plusieurs avis spécifiques de passation des marchés, dont l'AMI. L'AMI est un avis particulier de passation des marchés. Les références exactes aussi, il faut toujours les rappeler. C'était publié dans DG Market, c'était publié dans tel journal, sur tel site, dans Jeune Afrique, sur tel canal physique ou tel canal électronique. Deuxième point, c'est la source de financement. Il faut toujours préciser, source de financement, bailleur, État, selon les pourcentages. Les références également, si ce sont des crédits, des guichets, parce que vous pouvez avoir un bailleur avec plusieurs guichets, il faut préciser les différents guichets. Et ne pas oublier de préciser le caractère anticipé si c'est nécessaire. Lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle le triple A, généralement, les actions anticipées par des acquisitions, en quoi appeler euh, euh, passation des marchés anticipés, voilà. Vous avez l'obligation, c'est une obligation, vous avez l'obligation de mentionner dans votre document d'appel à concurrence, notamment l'AMI, que cette prestation-là est lancée dans le cadre d'un marché anticipé. C'est important. C'est non seulement important, mais c'est requis. Si vous ne le mettez pas, c'est une entorse. Donc, toute entreprise ou tout cabinet ou tout groupement de cabinet qui va vouloir entrer dans le processus de présélection doit être tenu au courant du fait qu'elle est en train de s'engager dans un processus fait de façon anticipée. Troisième point, il ne faut pas oublier la maîtrise du délai prévisionnel des prestations. C'est très compliqué quand on est en service de consultant, mais c'est très important de le définir. Et aujourd'hui, au-delà de la définition, on a tendance même en termes de planification des marchés à mettre même la période prévisionnelle de démarrage. Déjà dans l'année, on dit la période prévisionnelle de démarrage. Donc, la durée prévisionnelle des prestations, c'est-à-dire le délai de prestation, vous devez suffisamment le maîtriser. Parce que si vous ne le maîtrisez pas et que vous vous retrouvez dans des contrats au temps passé et autres, cela pourrait faire l'objet quand même de dépenses abusives ou d'avenants sans justification et qu'on pourrait, sans justification logique et qu'on aurait pu suffisamment éviter. Donc, il faut suffisamment maîtriser vos délais prévisionnels, surtout quand on est en service de consultant. C'est très important. Le point 4, c'est de mélanger les entités de nature et exigences différentes. On voit souvent dans certaines méthodes de présélection au niveau de l'AMI généralement, où on veut sélectionner pour certaines activités, on veut sélectionner des cabinets,
mais aussi des bureaux de titres des ONG et autres. Il faut éviter cela parce que vous allez mettre en réalité dans votre panier deux entités qui n'ont pas les mêmes exigences et qui n'ont pas les mêmes natures. Vous allez mettre une entreprise, c'est-à-dire un cabinet, c'est une entreprise. Et une ONG, par exemple, quand vous mettez les deux, vous n'avez pas forcément les mêmes incidences parce que l'ONG est régie, comme vous le savez, par la loi de 1901, du 1er juillet 1901, alors qu'un cabinet, c'est une entreprise. Donc, il y a des obligations fiscales au niveau du cabinet que l'ONG n'a pas. Donc, vous allez avoir peut-être un registre de commerce au niveau du cabinet, mais vous n'allez pas avoir un registre de commerce au niveau de l'ONG. Donc, quand vous mettez ces deux en termes de cible dans votre document d'appel à concurrence, la logique aurait souhaité que vous puissiez spécifier pour chacun les exigences. Mais c'est très compliqué parce que même quand vous le spécifiez, vous n'avez pas les mêmes bases et cela accroît le risque de faire des erreurs, de créer en réalité des disparités. C'est pourquoi il est aujourd'hui fortement déconseillé de mettre les deux ensemble et de cibler juste en fonction des activités. Et on a des modalités alternatives qui recommandent notamment, par exemple, la participation communautaire au développement, qui peut permettre de sélectionner uniquement des ONG pour certaines prestations spécifiques, parce qu'elles sont à même de mieux faire cela à cause de leur proximité avec les populations à la base et autres. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Au point 5, il faut faire attention aux dates et horaires. Et ça, c'est d'ailleurs ce qui arrive ici, parce que lorsqu'on dit ce webinaire est de 15h à 16h GMT, on fait tout en horaire GMT, c'est le référentiel TU. Vous allez avoir des gens généralement au Bénin qui se connectent à 15h du Bénin, qui fait 14h ici. Donc, ils sont obligés là de faire une heure d'attente avant que le webinaire ne démarre. Ils ne comprennent pas. Il faut toujours regarder les horaires avant de vous connecter. Quand on dit GMT, il faut voir, moi, je suis en GMT plus un gentil compte, je suis en GMT plus 3 plus 4 gentil compte. Donc, dans vos dossiers d'appel à concurrence aussi, il faut toujours mettre les horaires de préférence en référentiel GMT, les dates et horaires en référentiel GMT pour les horaires, et aussi, et ou en heure locale selon les cas. D'autres peuvent mettre aussi heure locale, ça veut dire que c'est l'heure du pays où le processus a lieu. Les dates aussi, il faut faire attention au niveau des dates, parce qu'il faut éviter, par exemple, on a vu des cas où les gens ont mis des durées et c'est tombé sur des jours fériés, c'est tombé sur des week-ends, sur des jours qui ne sont pas ouvrables, qui ne sont même pas ouvrés. Parce que ça peut être un jour ouvrable, mais qui n'est pas ouvré, notamment le samedi, qui est ouvrable, mais qui n'est pas ouvré. Donc, il faut faire attention pour éviter, parce que quand vous lancez le dossier avec ça, et que vous dites que c'est à telle date, la clôture, les gens peuvent atterrir le samedi matin, se rendre compte que vous n'êtes pas là, et vous-même vous vous rendez compte. Donc, il faut suffisamment parfois aller rattraper à travers un addendum et autres, c'est fastidieux, c'est pas recommandé. Oubliez la mention des procédures qui s'appliquent aux versions. Ici, il faut toujours dans votre dossier d'appel à concurrence, toujours en série de consultant, dire les procédures qui vont s'appliquer. On va utiliser le code de passation de mon pays, on va utiliser le code de passation de tel pays, on va utiliser les directives de tel bailleur ou tel bailleur. Et quand vous le dites, il faut toujours préciser la version. Même au niveau de vos codes, il y a plusieurs versions. Il y a telle année, c'est vrai que les versions antérieures sont systématiquement abrogées au niveau des pays, mais au niveau des bailleurs, ce n'est pas la même chose. Les versions antérieures courent toujours parce que la note conceptuelle, si elle était avant l'entrée en vigueur de la nouvelle version, il y a des produits qui seront toujours régis par cette ancienne, cette version-là. Donc là-bas, attention, au niveau des bailleurs, ce n'est pas parce qu'on a de nouvelles directives que les anciennes sont automatiquement abrogées. Non, elles courent toujours et s'appliquent au projet dont les notes conceptuelles étaient pré-nouvelle directive. Donc il faut faire attention, il faut préciser toujours les versions qui s'appliquent. De l'autre côté, vous avez la présentation du dossier. Vous allez voir dans les amis, les dossiers d'appel à concurrence. L'ami, présentation, on dit il faut présenter le cabinet, présenter votre cabinet, présenter les documents sur un maximum de, ou bien sur 10 pages. Il faut faire attention quand vous dites ça parce que vous ne donnez pas de précision, cela va aller dans tous les sens. Moi, je peux vous présenter 10 pages, ça va tenir sur 10 pages de taille A4. En plus, ça, il faut le préciser, de taille A4. Parce que quand vous dites 10 pages, est-ce que c'est taille A4 ou taille A3? Celui qui vous amène A3, vous ne pourrez pas le reculer, le recaler parce que vous n'avez pas précisé le format. Et même si tous vous amènent du A4, je peux faire en sorte d'être plus exhaustif sur 10 pages que l'autre qui ne le sera pas. Donc moi, j'amène 10 pages, l'autre aussi amène 10 pages, on a demandé 10 pages, mais moi, je réduis mes caractères, je fais peut-être de la taille 8 et l'autre, il fait de la taille 20. Donc quand vous allez avoir les deux documents, vous allez voir que celui qui a fait sur la taille 8, on aura l'impression que celui qui a fait sur du 8 a été plus détaillé que celui qui a fait sur du 20, ce qui est cohérent, parce qu'il va écrire moins, celui qui a fait sur du 20, il va saisir moins, il y aura moins de contenu. Non?
il faut toujours aller préciser le caractère utilisé. C'est pourquoi vous allez voir, on dit, il faut mettre, par exemple, utiliser du caractère Arial. On vous impose dans le dossier d'appel à la concurrence, utiliser le caractère Arial. Il faut utiliser telle taille, la taille 12 ou la taille 14. Et là encore, le problème n'est pas réglé. Parce qu'on peut encore jouer sur les interlignes. Donc, on dit interligne 1,5. Et, permettez-moi de... Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Merci. On peut encore jouer sur les interlignes. On peut jouer sur les marges, par exemple, si vous avez des marges à gauche, à droite, en haut, en bas, on peut jouer sur les marges. Donc, il faut cadrer suffisamment tout ça, interligne, marge, police et tout, pour être sûr que tout le monde va se conformer à ça. Et quelle que soit leur présentation, vous aurez les mêmes documents. Vous allez avoir les mêmes choses pour tout le monde. Et ça va vous faciliter le barème de rotation et justement de l'analyse suffisamment en amont. Il faut éviter aussi de mal définir les jours. J'en ai parlé tout à l'heure, les terminologies entre jours ouvrables, jours ouvrés, jours calendaires et autres. Quand vous donnez un certain nombre de jours, il faut être sûr que vous définissez la terminologie qui va avec. Est-ce que ce sont des jours ouvrés? Est-ce que ce sont des jours ouvrables ou est-ce que ce sont des jours calendaires? Il faut bien définir. Parfois aussi des jours francs, selon les cas. Donc, il faut être sûr que vous utilisez les terminologies qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, par définition, quand vous mettez jour et que vous ne précisez pas, c'est sous-entendu jour calendaire. Est-ce que c'est ça que vous appliquez ou pas? Parce que quand vous dites que les cabinets intéressés peuvent venir déposer leur manifestation au siège de temps et temps tous les jours ouvrables de 8h à, je sais pas, à 17h. Quand vous le dites, c'est que samedi est un jour ouvrable, mais n'est pas ouvré. Donc, ici, la terminologie jour ouvrable n'est pas conseillée. Elle est même déconseillée parce que jour ouvrable, si vous tombez sur un samedi dans nos pays, c'est un jour ouvrable, mais qui n'est pas ouvré. Donc, ici, c'est la terminologie jour ouvré qui devrait aller. Donc, il faut faire attention, c'est valable à ce niveau. 9.9, la liste restreinte mal définie. Il faut toujours bien définir la liste restreinte. Ce n'est pas de la fantaisie. La liste restreinte vous est imposée par vos dispositions légales. Ce n'est pas vous qui inventez entre 3 et 5, entre 5 et 8, ce n'est pas vous qui l'inventez. Vos dispositions légales vous imposent un nombre en termes de liste restreinte, plus précisément une amplitude qu'on vous impose. Et il faut savoir aussi gérer les dérogations si applicables, parce qu'on a des lignes de dérogation qui interviennent, notamment au niveau des directions nationales de contrôle des marchés, au niveau des bailleurs de fonds, où vous avez parfois un dossier qui est lancé et on doit shortlister par exemple entre, je sais pas, 5 et 8, mais vous avez moins de 5. Quand ça arrive, on vérifie, on est sûr que vous avez fait les publicités requises, vous n'avez pas mis des critères restrictifs, on vérifie tout ça, on vérifie que tout a été fait dans les meilleures conditions, dans d'excellentes conditions. On peut vous accorder une dérogation selon l'urgence et selon le fait que l'émission relance, on aurait plus que ça, on peut vous accorder une dérogation. Donc, il faut vous apprêter à gérer souvent ces dérogations-là, que ça ne vous surprenne pas. Donc, on peut vous permettre peut-être d'évoluer à l'étape suivante avec peut-être une liste de 4 cabinets ou autres. 10.10, c'est valable, c'est un peu transversal ici. Il faut éviter, ici c'est proscrit, je le dis bien, il faut éviter de citer le nom des personnes et mettre le numéro privé dans les dossiers. On voit souvent pour les informations, pour toute information, veuillez s'adresser à monsieur Tant, on met son titre, on met même son numéro de téléphone privé et on met son mail. Ce n'est pas conseillé, pas du tout conseillé. Parce que quand vous le faites, c'est vous qui êtes en train d'accroître les risques de collision. Parce que quand vous le faites, on a son téléphone, on l'appelle, on commence par lui demander des faveurs, on commence par lui faire des propositions tentantes, on commence par. Donc, n'exposez pas vos cadres. Il est fortement déconseillé. Mettez un lieu physique. Pour toute information, on va vous adresser au secrétariat de la PRMP. Si au bureau numéro tant, 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 étage tant, au siège de tant, voilà le numéro et vous mettez un numéro privé, un numéro, pardon, une ligne fixe, par exemple la ligne fixe, et vous mettez, si vous voulez, pour ceux qui veulent le faire par email, l'email même de la structure ou même de l'unité en charge de passation des marchés. Parce qu'aujourd'hui, les unités en charge de passation des marchés ont leur propre email. Donc, ça rend la discussion plus institutionnelle et non personnelle. Mais quand vous mettez le nom de quelqu'un et autre, ça accroît le risque de collision. Ce n'est pas forcément conseillé. Et au point 1, au point 11, il ne faut pas accepter comme erreur. L'erreur aussi, au point 11, c'est d'accepter les cabinets ayant participé en amont à la préparation des documents. Vous avez par exemple un cabinet qui a rédigé les études d'un projet, je suppose. Ils ont rédigé les études, c'est eux qui ont fait les études. Et même les DAO, tout ça, c'est eux qui ont rédigé en amont.
et ils viendront participer, par exemple, à une prestation de service de consultant en- qui viendra après en marge du processus. Il y a un problème là, c'est pas possible, on ne peut pas être jugé parti. Donc, c'est ce qu'on appelle l'avantage compétitif inéquitable. Ils ne peuvent pas être suffisamment en amont, que ce soit eux ou même leurs filiales. Si c'est établi, ils sont automatiquement éliminés. Ils ne sont même pas admis à concourir. Donc, il faut le mentionner. Les bureaux d'études au cabinet qui ont déjà fait des prestations de conseil et autres en amont, de rédaction de documents en amont, ne sont pas admis au processus. Il y a des cas très spécifiques, je dis bien très spécifiques, où ça arrive. Mais ce sont des cas vraiment très spécifiques où c'est très justifié en fonction peut-être des enveloppes budgétaires très très faibles, en fonction des questions du genre, en fonction de certaines spécificités, on peut arriver à ça, mais ça reste des dérogations. De façon classique, ce n'est pas faisable. Au point 12, il ne faut pas oublier de préciser les conditions de dépôt électronique des offres si applicable. Permettez-moi ici de corriger l'erreur, ce n'est pas offre, c'est plutôt des manifestations ou des propositions selon les cas. Parce qu'après l'AMI, après la shortlist, on va maintenant à la demande de proposition. Donc, il ne faut pas oublier de préciser si le volet de dépôt électronique est permis, les dispositions de dépôt. Parce que quand ça arrive, il ne faut pas seulement mettre, vous pouvez envoyer vos offres de façon électronique vos propositions, vos manifestations de façon électronique à sur tel mail, non. Parce que quand vous le faites, n'oubliez pas qu'il y a des dispositions qu'on prend. On va d'abord demander à ce que ce soit des fichiers en PDF généralement, quand ce n'est pas des versions modifiables ou requises. L'autre chose, c'est qu'il va falloir un mot de passe. Il y a plusieurs cas de figure. De façon transversale, on va vous demander de chiffrer. Chiffrer votre document, c'est à travers un mot de passe. Soit chiffrer le document ou le dossier y afférent. Et le mot de, les mails, les fichiers sont envoyés à tel mail. Vous devez le mettre, les fichiers envoyés à tel mail et le mot de passe à tel mail. Parfois même, on précise que pour le mot de passe, il faut l'envoyer entre telle heure et telle heure. Si l'ouverture était à 10 heures, on va vous demander de l'envoyer entre 9 h et 10 heures. Comme ça fait deux personnes minimum. Quelqu'un a les mots de passe, il n'a pas les fichiers, l'autre a les fichiers, il n'a pas les mots de passe. C'est en salle de délibération qu'on pourrait quand même mettre ces deux-là pour pouvoir ouvrir les fichiers. Voilà. Donc, il faut prévoir toutes ces dispositions-là. Ce n'est pas la seule méthode, mais il y a plusieurs méthodes. Il faut les prévoir quand vous permettez le dépôt électronique des manifestations ou des propositions selon les cas. 13 points, il ne faut pas oublier de préciser la méthode de sélection. À la présélection, déjà, on annonce toujours la méthode de sélection qu'on va faire lorsqu'on sera dans la DP. Comme on le dit, ce n'est pas en jouant qu'on définit les règles du jeu. Les règles du jeu se définissent suffisamment en amont. Si vous allez utiliser la SBQC ou la SFQC, lorsque vous serez à la demande de proposition, c'est dans l'AMI déjà que vous le mentionnez. Ce processus-là sera fait conformément à telle méthode de sélection. La SFQC, c'est le cas, la SMC, la SBCD, toutes les méthodes de sélection des services de consultants qui seront applicables dans ce processus-là, vous devez les annoncer. Bon, ici, c'est une méthode qu'on utilise, on ne peut pas utiliser deux méthodes à la fois. C'est une méthode qu'on utilise, donc vous devez l'annoncer systématiquement à l'étape de présélection. À l'étape de présélection, déjà dans l'AMI, on le rappelle tout. Point 14, c'est qu'il faut éviter aussi de mal noter les critères de la grille de notation. C'est ça le piège. Parce que dans la grille de notation, le tableau que vous allez avoir généralement sur 100, en termes de barème, le score total est de 100, mais il y a un ensemble de critères qui vous donnent ces 100. Ces grilles-là, il faut faire attention parce que vous allez avoir des critères qui sont difficilement évaluables, qui sont un peu subjectifs. Lorsque, par exemple, on donne un point à l'appréciation que l'évaluateur fait du document de présentation du cabinet, ça devient subjectif parce que il peut dire, moi, la manière dont ils ont présenté, ça me convient, je lui donne 10 points. L'autre dit, moi, cette même présentation ne me convient pas, je lui donne 5 points. Ça devient subjectif, ça devient très compliqué. Vous voyez, c'est laissé à l'appréciation de chaque évaluateur. Alors que les autres critères, non. Les autres critères, c'est que tu as le point, tu n'as pas, ou tu as moins, ou tu n'as pas le. C'est clair. Vous allez avoir les mêmes notes au des évaluateurs parce que c'est un constat là-bas. Là-bas, c'est un constat, ce n'est pas une appréciation. Mais il y a ce critère généralement qui revient, qui est beaucoup plus une appréciation, et c'est pour cela qu'il faut lui donner le nombre de points le plus petit possible. Et généralement, on met sur 5 points. Mais vous allez voir des amis ou les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il faut exprès de le mettre sur 20 points. Donc, quand ils le mettent sur 20 points et que ça passe, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont capables de pénaliser les cabinets avec ça. S'ils veulent favoriser un cabinet, ils vont lui donner, puisque c'est un critère qui est laissé à leur appréciation, ils vont tous lui donner ensemble 20 points, 20 points, 20 points. Et les autres qui ont déposé des dossiers vont leur donner 0. Ça veut dire que celui-là qui veut le favoriser part avec 20 points d'avance sur tout le reste. Vous voyez, sur une grille de 100 points, lui part déjà avec 20 points d'avance. Vous voyez un peu. C'est comme si on vous demande de commencer une course de Cotonou à Lomé.
et quelqu'un lui permet de se positionner à grand propos, il va forcément venir plus vite. Il part avec une longueur d'avance. Donc, il faut éviter ces critères, il faut faire très attention là-dessus, sinon ça pourrait très vite vous créer des problèmes. Et même au niveau des audits, ça vous rattrape. C'est important. Le point 14, c'est de mal noter les critères de la grille de notation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le point 15, il faut toujours vérifier qui est exclu ou pas. Parce que quand vous admettez des cabinets, vous vous rendez parfois compte que ce sont des cabinets qui sont sous le coup de sanctions. Et donc, il faut toujours vérifier les listes d'exclusion pour être sûr qu'ils ne sont pas dans les blacklists. Certains, aujourd'hui, dans les pays, font ce qu'on appelle l'attestation de non-exclusion de la commande publique. Elle n'est pas suffisante, elle a ses limites. Je ne vais pas revenir sur les débats ici, mais c'est important de ne pas se retrouver parce que c'est très désagréable, très, très inconfortable de se retrouver dans un processus à un niveau donné. Vous imaginez déjà aller à l'étape de demande de proposition et vous vous rendez compte qu'il y a un des cabinets en lice qui est sous le coup d'une sanction qui est en cours, une sanction ongoing. Le point 16, c'est d'oublier le score minimal requis dans les dispositions et les dispositions en cas d'égalité. Lorsque vous faites votre AMI, que ce soit au niveau de l'AMI ou au niveau de la demande de proposition, il y a toujours un score minimal qu'il faut avoir pour pouvoir être admis. 70 sur 100, 75 sur 100, selon les cas. Ce score-là, il ne faut jamais oublier de le mentionner. Mais même quand vous le mentionnez, il faut souvent prévoir les dispositions que vous mettez en cas d'égalité. Parce que parfois, vous voulez retenir des cabinets, vous vous rendez compte qu'ils sont ex-aequo et que le nombre d'ex-aequo dépasse le maximum requis. Comment vous retenez? Soit par une dérogation. Donc, il faut parfois permettre, quand ils ont les mêmes notes qui ne sont pas 100, parce que quand c'est 100, c'est plus compliqué. Mais si tout le monde a 90, c'est qu'ils n'ont pas forcément, ce n'est pas forcément le même total qui a donné les 90. Donc, il faut peut-être voir quels sont les critères en termes de préséance que vous allez utiliser pour les départager. C'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, et que c'est lorsque vous vous rendez compte de la situation que vous définissez ces critères-là, c'est que c'est une entorse. Et des plaintes vont systématiquement vont vous amener et vont vous contraindre à annuler, à reprendre le processus. Point 17, c'est qu'il faut éviter de mal orienter les critères en fonction des étapes de présélection et sélection. On a tendance à voir dans les amis, surtout au niveau de la manifestation, on a tendance à voir des gens demander, par exemple, on a un critère, par exemple, le personnel. On a des critères qui reviennent. Mais attention, ces critères-là, on ne peut pas demander le personnel que vous allez affecter pour une mission. Ce n'est pas possible à l'étape d'expression d'intérêt. Parce que l'expression d'intérêt, c'est une étape de présélection. Donc, aucun critère, je dis bien aucun critère à l'étape de présélection ne doit être orienté vers la mission. Non. La demande de proposition réglera suffisamment ça après. Tous les critères qui seront évalués à l'étape d'expression d'intérêt doivent être des critères orientés vers le cabinet, sa capacité managériale, son personnel clé, tout ce qui va être mis, ces qualifications, tout ce qui va être mis dans cette grille de notation, si c'est un tableau, doit être orienté vers le cabinet et non vers la mission. Il faut vraiment faire la part des choses pour ne pas commencer à l'étape d'expression d'intérêt à glisser des critères qui ont trait avec la future mission à effectuer. Non, vous êtes à l'étape de présélection, ce n'est que la capacité du cabinet ou du groupement de cabinet qui serait évalué, sa capacité de façon intrinsèque. Voilà. Son aptitude à pouvoir faire ce genre de prestations. Point 18, vous avez l'erreur fatale qui est celle de rater les coefficients de pondération qui sont bien sûr en somme 100%, qui pourrait être 0,8, 0,2, 70%, 30%. Tout. Donc, les coefficients de pondération, il faut toujours regarder, si vous êtes en SBQC par exemple, il faut toujours regarder en fonction de la complexité de la mission. Plus la mission est complexe, plus la notation technique est forte. Le coefficient de la notation technique est forte. Il y a des missions où vous avez du 90% en technique et de 10% en financier. Ce qui fait que ça tutoie même de la sélection fondée sur la qualité. Donc, il faut faire attention à ne pas rater le coefficient de pondération. Parce que quand vous le ratez, 80-20, ce n'est pas, ça ne va pas vous donner le même résultat que vous appliquez son 10-30. Ça va favoriser d'autres cabinets et ça peut ne pas favoriser d'autres cabinets. Donc, il faut faire attention au coefficient de pondération que vous utilisez pour ne quand même pas, comme le dit, vous tirer une balle dans le pied. Au point 19, vous avez la mention sur les enveloppes. Il ne faut pas oublier de mentionner comment est-ce que les gens vont le faire. Pourquoi j'en parle ici? C'est parce que en processus de service de consultant, vous avez des enveloppes séparées. Vous avez des propositions techniques à part, vous avez des propositions financières à part, et qui ne sont pas évaluées ensemble. Ce n'est pas une évaluation qu'on fait ensemble, c'est une évaluation qu'on fait en plusieurs étapes. On fait d'abord
une évaluation technique. Là, ça, c'est après la shortlist. Et qui va requérir même un avis de non-gestion spécifique, c'est ce que je dis au point 20, spécifique, une évaluation spécifique, avant maintenant d'observer un délai, de publier encore, observer un délai d'attente. Là, j'aborde en même temps le point 20, qui va vous permettre maintenant de pouvoir aller ouvrir les propositions financières pour faire l'évaluation en ligne. Donc, c'est très important que vous ne puissiez pas manquer ces mentions sur les enveloppes là. Comment est-ce que ça va être déposé? Les enveloppes séparées. Autrement, les gens peuvent se tromper si vous ne dites rien ou parfois le faire exprès, vous mettre tout ensemble. Il faut faire attention. Et il ne faut pas oublier, je le rappelle encore une fois, ça a l'air banal, mais d'autres continuent aujourd'hui en 2023 à le faire de façon délibérée, je suppose, parce que je ne conçois pas qu'un spécialiste en passation des marchés puisse passer à côté d'un délai d'attente. On a vu encore récemment des audits dans un pays où on va sanctionner des gens pour non-observation du délai d'attente. C'est quand même bizarre qu'en 2023, on soit encore à cette étape. Donc, le délai d'attente, il ne faut pas oublier de l'observer convenablement entre l'évaluation des propositions techniques et l'évaluation pondérée, parce que vous allez encore l'observer après lorsque vous allez faire votre proposition d'attribution finale et qui est provisoire. Vous allez observer un délai d'attente avant de pouvoir faire la signature du contrat, du futur contrat. Donc, voilà un peu quelques points, c'est pas tout. On peut aborder d'autres points que je voudrais aborder avec vous ce début d'après-midi. On est en webinaire, on n'est pas en formation, je le rappelle, donc c'est très synthétique, 30 minutes. Je ne sais pas si j'ai pu tenir dans les 30 minutes, 38 minutes, ça va, ça peut aller. Et je pense là maintenant que je vais vous remercier de votre aimable attention et vous permettre de poser vos questions, soit dans le chat ou à travers vos micros qu'on pourrait laisser ouverts. Merci beaucoup. Donc, je pense que monsieur Envy, Consultant. Oui, oui. consultant. Donc, je vous laisse la main pour les différentes questions de tout le monde, l'administration des questions et autres, pour ceux qui veulent le faire selon le format habituel. Merci. Très bien, merci, consultant. Une première question déjà dans le chat, Oui. celle de savoir s'il faut attendre un délai pour relancer une procédure infructueuse. Monsieur Adisso, faut-il attendre un délai, faut-il un délai d'attente pour relancer une procédure infructueuse? C'est bien ça. C'est bien reçu. Je pense que je vais répondre de façon très groupée. Allez-y, s'il y a une autre question. Oui, c'est la seule question pour le moment. La seule. D'accord, dans le chat. Oui, Donc, il a demandé en cas d'infructuosité, c'est ça? c'est bien cela. D'accord, s'il faut attendre un délai pour lancer. Oui, Ici, pour vous n'avez relancer. pas. Ici, je suppose qu'il est en train de poser la question parce qu'il est confronté à ce problème. Et il y a des législations, malheureusement, qui sont muettes sur la question. Mais comme je l'ai dit, quand on constate une infructuosité, l'urgence n'est pas encore au délai de relance. Il vient en second plan. Il vient en second plan. L'urgence, c'est de chercher pourquoi il y a eu cette infructuosité. Est-ce que vous avez très mal planifié? Est-ce que vous avez surestimé les besoins? Est-ce que vous n'avez pas respecté les règles de publicité, par exemple? Est-ce que vous avez, comme je l'ai dit en point 2 là-bas, raté votre étude de marché? Vous avez pensé par rapport à telle prestation qui aurait tel autre tissu économique viable ou pas, telle entreprise, tel cabinet, tel groupement de cabinets disponible. Donc, il y a tant de raisons. C'est d'abord ça l'urgence. Il faut d'abord vraiment analyser cela et être sûr que toutes ces raisons-là sont levées, sont étudiées et qui pourraient avoir même amené à reprendre le processus ou à continuer le processus quand on a une difficulté. Maintenant, le souci, c'est que le délai aujourd'hui qui est fixé au plan international, c'est entre les propositions techniques et les propositions financières. Quand vous dépassez un an, vous reprenez tout. Parce que les conditions économiques du marché ont forcément changé. Il est clair.
Donc, c'est ce délai. Mais le délai qu'il demande là, après l'infiltré, quand relancé, c'est un délai aujourd'hui qui n'est malheureusement pas cadré. Aujourd'hui, je ne sais pas si lui, il a des délais, mais je serais très surpris qu'il ait des délais. Ces délais ne sont pas cadrés. Et je pense que ce n'est pas quand même mauvais d'envisager de cadrer ces délais-là parce que cela agit quand même sur la faisabilité du processus et pourrait rallonger un processus qui déjà est réputé très long. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Très bien, merci, consultant. Il y a Monsieur Adisso. Entre-temps, j'ai eu une défaillance du réseau, donc les questions posées plus haut, je n'ai pas pu les lire. Je vais donc reprendre celle-ci rapidement afin qu'on poursuive. Oui. Merci, Monsieur Abdul Kaya de Ziguinchor. Lui n'a pas de questions. Il remercie pour la présentation. Une autre question. Des cabinets présélectionnés après l'AMI peuvent se soumettre en groupement pour déposer les propositions techniques et financières. Ça, c'est la question de Monsieur Zonkon chez Déon. Oui, Manager, je poursuis oui, allez-y. pour l'autre question. Les consultants doivent-ils obligatoirement prouver leur mission par des ABE ou les seuls CV suffisent entièrement? Reprenez, s'il vous plaît. Est-ce que les consultants doivent-ils obligatoirement prouver leur mission par des ABE ou bien seuls leurs CV suffisent? Les consultants, Oui, parce que là, c'est vague. Bon, allez-y. Allez-y, continuez. oui. La question suivante, celle de Monsieur Alela, il voulait connaître, il souhaiterait que le consultant revienne sur la différence entre l'AMI, la différence entre l'appel à manifestation d'intérêt et l'avis à manifestation d'intérêt. D'accord, Ça fait ami, la différence entre appel et avis. d'accord. Oui. Une autre question, je n'ai pas bien saisi l'orientation des critères en fonction des étapes. Là, il parle du point 17, L'orientation des critères. en fonction des étapes. Monsieur qui a posé la question, Monsieur Moses Alela, j'ai bien restitué, tel que écrit, c'est bien ce que je vois là. D'accord. Oui. Monsieur Doroua, bonsoir. Lui voudrait connaître la différence entre un appel à manifestation d'intérêt, un avis de recrutement et un avis de vacances de poste. Ça fait 3 points là. Monsieur Doroua, appel à manifestation d'intérêt, avis de recrutement et avis de vacances de poste. D'accord. Oui, consultant, les questions se poursuivent. Je continue. Oui, je vais les prendre en groupé. Très Parce bien, qu'il y a un timing, on ne pourrait pas faire un one by one. Allez-y. c'est ça. Monsieur Asogba Kokouvi, merci. Lui, il veut savoir, il souhaiterait qu'on revienne sur les notions de jour ouvrable et jour ouvré. Jour ouvrable et jour ouvré. Monsieur Nianville Luc, ok. Oui, Le formateur vient de nous envoyer une bonne information si le délai entre l'ouverture des offres techniques et fin dépasse 1 an. Il faut tout reprendre. Question indiquée. Question. Ah, ok. Indiquez-nous un document source, s'il vous plaît. Je vois. Donc, un document source. Merci, Monsieur Yanvi. d'accord. Donc, consultant, voilà l'essentiel des questions là, Il n'y actuellement. a personne qui veut parler parce que je pense que M. Assoba a levé la main, il a déjà écrit. D'accord. Monsieur
Monsieur Henry, c'est bon, je peux répondre? Oui, allez-y. Monsieur Adisso, on revient pour vos questions précédentes. Non, je préfère qu'on finisse toutes les questions parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. On finit toutes les questions, je réponds. Il va falloir que les questions aussi puissent s'arrêter à un moment donné pour qu'on puisse répondre. Oui. Donc, je Monsieur prendrai d'autres Adisso, questions. ok. Il souhaite. Vous n'avez pas la main pour ouvrir votre micro, c'est ça, Monsieur Adisso? Donc, personne n'a la main pour ouvrir le micro comme d'habitude. Vous pouvez l'autoriser. Oui. Monsieur Adisso, allez-y. Vous y êtes? Il est là? Bon, s'il n'est pas là, parce qu'il a des difficultés de connexion, on D'accord, va... avant cela, consultant, permettez, je Oui. vais prendre la question de Monsieur Adifon, venant. Il voulait connaître la différence entre contrat au temps passé et contrat rémunéré. Contrat au temps passé et contrat rémunéré. Ça, c'est sa première question. Sa D'accord. deuxième question, il dit, dans quel cas peut-on appliquer, quel est le rôle, dans quel cas peut-on appliquer, peut-on appliquer quoi, Monsieur Adifon? Votre phrase là n'est pas terminée. Non. Et l'autre Bon, c'est pas question, grave. Oui. oui, quel est le rôle du SPM dans la période du délai d'attente? Le rôle du SPM dans la période du délai d'attente. Qui a posé cette question, s'il vous plaît? Monsieur Adissot toujours. Pardon, Addison? monsieur Adifon. Addison, d'accord. Oui, monsieur Adifon, venons. OK. C'est bon? Oui, monsieur Doroua revient. On va certainement fermer. Monsieur Doroua, il dit, au regard du principe de la transparence des procédures, quelle appréciation avez-vous de la portion de phrase qui accompagne toujours les appels à manifestation d'intérêt en vue de recrutement de consultants individuels? La portion de phrase dit ceci. Seuls Consultant les candidats, individuel, c'est ça? Il a dit consultant individuel. oui, il a précisé consultant individuel. D'accord. La Oui, portion de phrase que je lis, seuls oui, les allez. candidats présélectionnés seront contactés. D'accord. Oui. Bien reçu. Merci. Je pense que c'est bon, hein? On peut Oui, il avancer. y a encore d'autres questions, mais je souhaite, vu le temps qui nous reste, que vous commenciez déjà par répondre à celle-ci. Parce que je pense que Les... quand je vais répondre, je ne pourrai plus prendre de questions. C'est ça. Je peux te terminer. Parce que quand j'ai remarqué que les mêmes personnes posent plusieurs questions plusieurs fois, il faudrait que vraiment ils posent les questions, leurs questions en une fois pour qu'on en finisse, quoi. C'est ça. Ah, monsieur Assogba revient. Il y a encore trois à quatre questions sur la liste. Allez-y. D'accord, consultant. Monsieur Assogba, lors du montage de l'AMI, qu'est-ce que peut-on exiger dans l'organisation technique et managériale du cabinet et les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels? Ça fait trois éléments. Lors du montage de l'AMI, Hein? qu'est-ce qu'on peut exiger dans l'organisation technique et managériale du cabinet Oui. à propos des qualifications générales et à propos du nombre de personnels professionnels? D'accord. Oui. Monsieur Adisso est revenu maintenant à travers un écrit. Il dit, sur la question de la taille des documents pour la présentation, est-ce pertinent de fixer une taille de mots à ne pas dépasser? Si oui, ne serait-ce pas assez fatigant lors de l'évaluation? Taille des documents de présentation, Mhm. nombre Bien de reçu. mots à ne pas dépasser. Merci. Monsieur Adifon, c'est là la dernière question. Merci Dans quel beaucoup. cas peut-on parler de contrat à temps passé ou contrat rémunéré? Je Voilà, crois que ça c'est cette question revenu. est déjà venue. Voilà, c'est revenu. D'accord. Merci.
Merci, consultant. Merci à tout le monde de l'intérêt surtout pour la question. Je notais déjà vos questions. Il y en a énormément. La toute première, groupement après l'étape d'amis, ce n'est pas recommandé. Pas du tout. Parce que quand vous avez deux entités qui sont en course, à l'étape de présélection, et qui viennent fusionner à l'étape de sélection même, en expression d'intérêt, ça fait que ça quitte deux entreprises. Imaginez que vous avez fait une liste restreinte vous avez eu le minimum, c'est-à-dire 5, par exemple, si c'était 5 ou 8, la liste restreinte. Je pense qu'il est béninois, donc je pense que selon le code du Bénin, c'est 5 minimum ou 8 maximum. Si vous avez 5, c'est-à-dire, comme on le dit, sauvé par le gong, c'est 5 que vous avez eu. Et qu'au moment de passer à la sélection, il y a deux parmi les 5 qui fusionnent, vous n'avez plus 5, vous avez 4 entités que vous mettez en concurrence. Donc, vous allez avoir 4 entités en sortie. Euh, pour les services de consultant, quelqu'un a demandé attestation de bonne exécution au CV. Les deux. Les deux parce que ça dépend. Le CV, c'est dans un autre critère que vous allez le voir. Au niveau des services de consultant, il a dit. Consultant individuel, n'est-ce pas? Je pense qu'il a dit consultant individuel, si je ne me trompe pas. Oui, consultant individuel. Mais au niveau vous allez prouver d'abord dans le CV vos capacités, qu'elles soient académiques et tout le reste, comme vous le savez. Mais là, les attestations de bonne exécution, ici, on parle même d'attestations de bonne prestation. Parce que exécution, c'est beaucoup plus arrivé aux travaux. Mais prestation, c'est beaucoup plus au niveau du service de consultant. Donc, les attestations de bonne prestation, c'est pour justifier ce que vous avez mis dans le CV. Donc, vous justifiez, ce n'est que le justificatif. Donc, le CV, ce sont les mentions et les attestations sont les justificatifs qui vont sous-tendre. Vous dites que vous avez fait une mission pendant 6 mois auprès de la Banque mondiale dans votre CV, mais il faut le justifier à travers une attestation de bonne prestation. Que la Banque mondiale vous dit telle personne a travaillé avec nous dans telle période, on a été satisfait par rapport à telle mission, on lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que le droit. Ça, c'est l'attestation. Voilà. Différence entre ami et ami. Ici, il vient dire qu'il y a un ami qui est le document et l'autre ami qui est le processus. Quand vous lancez à travers les thèmes de référence, quand vous lancez la présélection, c'est à travers l'avis de manifestation d'intérêt. C'est un document et c'est lui qui est publié. Ce document est publié, l'avis de manifestation d'intérêt. Mais c'est que quand vous le lancez, il marque le début d'un processus qui va prendre fin à la liste restreinte que vous allez faire, c'est-à-dire après les évaluations des manifestations et tout. Donc là, vous êtes dans le processus d'appel à manifestation d'intérêt. Donc, le premier document du processus d'appel à manifestation d'intérêt s'appelle l'avis de manifestation d'intérêt. Voilà. L'orientation des critères en fonction des étapes, il dit qu'il n'a pas compris grand-chose. Je pense que quelqu'un l'a dit. Ici, je parlais, et je pense que quelqu'un est revenu sur ça l'avant-dernière question, des critères que vous avez au niveau de l'AMI. Dans l'AMI, les critères que vous avez ne doivent pas être des critères d'évaluation de la future mission. Je suppose qu'on veut réaliser une étude de faisabilité pour la construction d'une ligne d'interconnexion. C'est un exemple. Un truc en 225 kV, par exemple. Et à la présélection, vous commencez par demander, par exemple, des expertises que les personnes, le personnel clé doit avoir dans le domaine de la construction des lignes de 225 kV. Non, vous ne pouvez pas le demander à l'étape d'expression d'intérêt. Non. D'abord, vous n'allez pas demander ici des experts. Je suppose que vous avez ingénieur électricien au niveau de la demande de proposition et aussi ingénieur électricien bac plus 5 au niveau de la demande, au niveau de l'AMI. Et ça fait deux ingénieurs électriciens, mais ce ne sont pas les mêmes ingénieurs électriciens. L'ingénieur électricien que vous avez en bac plus 5 au niveau de l'AMI, c'est l'ingénieur électricien qui est du personnel du cabinet. C'est-à-dire le cabinet a dans son personnel un ingénieur électricien, c'est de ça qu'on parle. Mais l'ingénieur électricien que vous allez avoir au niveau de la demande de proposition, c'est l'ingénieur électricien qui va être dédié à la mission, qui pourrait être aussi l'autre, il n'y a pas de problème, mais c'est l'ingénieur électricien qui va être dédié pour la mission. S'il n'a pas les compétences, si celui que vous avez à l'interne n'a pas les compétences, vous allez prendre un consultant pour vous appuyer. Et c'est là que vous mettez le CV, tous les justificatifs, on vérifie. Donc, vous n'avez pas les mêmes profils. Il faut faire attention à ce niveau. Ça arrive au niveau des environnementalistes, des sociologues et tout cela. Vous allez avoir des cabinets, par exemple, c'est une étude de faisabilité pour une ligne. On vous demande d'avoir dans le personnel de votre cabinet un profil requis. C'est-à-dire, on veut être sûr que, sinon tout le monde va se lever pour dire je peux faire. Mais on fait l'expression d'intérêt parce qu'on veut savoir qui est capable de le faire. Donc, il faut qu'on mette des critères qui nous permettent de nous assurer que les cabinets qui vont être dans la liste restreinte là vont être capables de faire la mission. C'est ça le truc.
Donc, on va demander à ce que ce cabinet ait un minimum parce que vous ne pouvez pas être un cabinet dans un domaine donné et ne pas avoir certains profils à l'interne. Ce n'est pas possible. Donc, les cabinets qui n'ont que le DG, la secrétaire, là, ils ne vont pas passer là. Qui n'ont que DG, secrétaire comme membre du personnel, ça ne passera pas. Et c'est justifié. Vous n'allez pas dire seulement, vous allez justifier à travers des documents, des documents. Et c'est là qu'on parle de quoi? Ça ramène la différence entre une attestation de travail et un certificat de travail. C'est différent. C'est différent. Donc, on a fait ce débat-là lors d'une formation récente. Je pense que certains, je les retrouve ici. La différence entre une attestation de travail et un certificat de travail, c'est le justificatif ici. Voilà un peu. L'orientation des critères en fonction des tâches, j'en ai parlé. La différence entre avis de recrutement et avis de vacance de poste, ça n'a absolument rien à voir, on le sait. L'AMI, je l'ai dit ici, sous deux angles, le document et le processus. Vous avez l'avis de recrutement, qui est un document qu'on lance pour pouvoir faire appel à une compétence technique donnée. Mais l'avis de vacance de poste, c'est un avis de recrutement, mais qui mentionne juste que c'est un poste qui s'est libéré. Donc, vous venez pour remplacer quelqu'un. Alors que pour l'avis de recrutement, ce n'est pas forcément pour remplacer quelqu'un, c'est parfois pour un poste nouveau. C'est la seule différence, c'est tout. Quand on parle d'avis de vacance de poste, c'est qu'il y a un poste qui était vacant à coup sûr. Et certains ne sont même pas obligés de le préciser, hein. Les jours ouvrés et jours ouvrables, je pense que c'est ce qu'il a demandé. Quand on parle de jours ouvrables, cela va dépendre des législations. Je pense, je ne sais pas de quelle nationalité il est, mais de façon transversale, vous avez les jours ouvrables, ce sont les jours pendant lesquels on peut ouvrir. C'est pourquoi on parle d'ouvrables. Donc, les jours ouvrables sont du lundi au samedi. Quand vous prenez selon nos espaces que nous avons, lundi au samedi. Mais le samedi, donc le samedi, un jour ouvrable, il faut faire attention. Beaucoup pensent que le samedi n'est pas un jour ouvrable, c'est bel et bien faux. Le samedi est bel et bien un jour ouvrable. Mais il n'est pas ouvré, c'est tout. Donc, vous allez voir des administrations publiques qui ont 6 jours ouvrables, mais qui ont 5 jours ouvrés. Donc, du lundi au vendredi. Et là encore, les jours ouvrés, c'est quand il n'y a pas de jour férié et de temps. Parce que quand il y a des jours fériés, ces jours-là ne sont plus ouvrés. Donc, vous pouvez avoir dans une semaine 3 jours ouvrés, 4 jours ouvrés ou 5 jours ouvrés. Et les jours ouvrés, par définition, sont les jours pendant lesquels on travaille effectivement. C'est tout. Mais les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi. Il a demandé une source pour quelqu'un qui a demandé une source, c'est-à-dire entre le rapport des propositions techniques et l'évaluation des propositions combinées. Il a demandé le délai de 1 an que j'ai mentionné, la source. Je pense qu'il peut se référer au règlement de la Banque mondiale pour le financement des projets d'investissement, version novembre 2020. Il peut se référer à ce document-là. Il va le trouver à l'intérieur, c'est bien clair. Dans la partie critères de qualification, dans les annexes, vous le trouverez. Je pense que c'est l'annexe 10 ou 12, sauf erreur de ma part. Contrat au temps passé, contrat rémunéré, encore appelé contrat à rémunération forfaitaire. Ici, vous allez avoir deux types de prestations. Vous allez avoir des prestations comme les études, par exemple. Quel que soit le temps que tu vas mettre pour faire ça, c'est le même montant là qu'on te paiera. Ça, c'est la rémunération forfaitaire. Alors qu'il y a des contrats pour lesquels c'est en fonction de la durée de prestation qu'on te paye. On te paye en fonction du timing. C'est-à-dire, vous avez par exemple le contrôle surveillance. Le contrôle surveillance, vu qu'il est arrimé aux travaux, par exemple, vous allez recruter un cabinet, par exemple, un ingénieur conseil, c'est pour faire le contrôle surveillance. Donc, si vous augmentez le délai des travaux, le délai aussi du cabinet de prestation de l'ingénieur conseil va augmenter. Donc, c'est un contrat au temps passé. C'est pourquoi vous avez dans les documents type les deux communs. Et pour pouvoir faire votre document de proposition, vous retirez un des deux. Soit c'est au temps passé, soit c'est à rémunération forfaitaire. Voilà un peu. C'est un peu comme à la maison quand vous recrutez vos ouvriers pour travailler. Soit, c'est même, je pense, dans la maçonnerie, quelque chose qui s'appliquait jusqu'à ce que les gens aient vu les limites. Vous allez avoir des maçons qui sont payés à 1000 francs par jour. Et quand vous le payez par jour, ils traînent sur le chantier. Ils traînent, ils traînent, ils traînent, ils traînent, et vous le payez par jour. Alors que si c'est au temps passé, il sait qu'il est payé pour tel montant, quel que soit le temps qu'il va faire, il va même s'arranger pour finir très vite pour aller faire d'autres chantiers. Voilà. Donc, je ne dis pas que un est mauvais. Ça dépend des prestations sur lesquelles on doit les arriver. Le rôle du spécialiste en passation des marchés. Là, je pense que je n'ai pas bien noté. Il a demandé le rôle du spécialiste dans quel cadre? Il a dit son rôle pourquoi, s'il vous plaît. Monsieur Envy, je ne sais pas, hein, je n'ai pas bien noté ici, je crois. Le rôle du SPM, c'était dans quoi? Par rapport à quoi? Le rôle du SPM, Monsieur Venant Sadifran, Il avait quel est le demandé. rôle du SPM dans la période du délai d'attente? Ah, d'accord, le délai d'attente, le standstill period. Le rôle du SPM, je pense que c'est quelque chose que j'ai souvent eu à dire. Son premier rôle, déjà, c'est la gestion des plaintes.
Parce que c'est son entité. Ce n'est pas lui en tant que personne physique, mais c'est l'entité, l'autorité contractante qui va gérer les plaintes. Donc, ils vont attendre les plaintes des éventuels soumissionnaires, des éventuels proposants dans le délai d'attente. Mais le délai d'attente doit vous permettre aussi, moi je dis son rôle, c'est aussi d'aller vérifier si cela n'a pas pu être fait suffisamment en amont, on peut comprendre parfois ça arrive, d'aller vérifier, parce que quand vous êtes dans le délai d'attente, c'est que vous êtes dans le dernier couloir. C'est-à-dire, vous vous apprêtez de façon imminente à signer un contrat avec une entité, c'est-à-dire un cabinet, un groupement de cabinets. Donc, soyez sûr quand même que cette entité-là, ou ce groupement-là, n'est pas sur une liste d'exclusion ou n'est pas reconnu partie de fraude ou autre dans certains cas de processus, ou n'est pas dans le cadre d'un processus. Il y a même parfois d'autres qui sont dans des... Généralement, ça se voit au niveau des travaux, des entreprises qui sont en liquidation ou qui sont dans tout ce qu'on appelle les procédures collectives d'apurement du passif et tout ça. Donc, vous devez vérifier tout ça. Ne restez pas bras croisés. Quand on dit délai d'attente, ne restez pas bras croisés, être en train de prier pour qu'il n'y ait pas de plainte. Vous-même, vous devez agir pour assainir quand même. Et c'est l'un des volets. L'autre volet, c'est aussi le moment que vous avez pour aller vérifier l'authenticité des pièces administratives. Pour être sûr que le cabinet avec lequel vous voulez signer là, toutes ces pièces à jour et dans les meilleures conditions. Parce qu'une chose est la disponibilité des pièces, c'est une autre chose, mais leur authenticité, c'est un autre problème. C'est peut-être disponible, mais pas authentique. Donc, au moins, allez vérifier pour le gagnant, c'est-à-dire le futur gagnant. Et après, vous allez pouvoir vérifier pour les autres aussi. Parce que même ceux qui ne sont, même ceux qui ont déposé à l'étape d'ami au début, là, vous êtes en droit, et même c'est votre devoir d'aller vérifier l'authenticité de leur pièce administrative, quel que soit le temps que ça prendra. Parce que si jamais une entité qui n'a même pas gagné, qui n'était même pas sur la liste restreinte, se retrouve, pardon, se retrouve épinglée dans un dossier de falsification de documents, elle est passible de sanctions aussi, et on peut la mettre sur une liste noire. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas gagné qu'on ne va pas vérifier. Ça veut dire, le fait de venir déposer déjà un dossier auprès d'une entité avec un document falsifié, c'est une entorse, que tu aies gagné ou pas. Voilà. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Bon, ici, ça, vous l'avez dans les avis de recrutement. Ce n'est pas l'objet de notre formation, de notre webinaire aujourd'hui. Ici, c'est clair, c'est une disposition qui est propre à chaque entité qui recrute. Vous allez avoir des entités qui recrutent, qui font un retour à tout le monde, c'est-à-dire même ceux qui n'ont pas été retenus. Nous, on le fait au niveau du cabinet. Donc, parce consulting le fait. Quand on lance un processus ou qu'on est impliqué dans un processus, même ceux qui n'ont pas été retenus, on leur fait un mail pour, leur notifier qu'ils n'ont pas été retenus, leur dire pourquoi ils n'ont pas été retenus. C'est important que la personne puisse savoir pourquoi il n'a pas été retenu, qu'il puisse s'améliorer. Et on leur donne même des conseils. On peut vous dire, attention, on a vu que, par exemple, votre CV a été mal fait. Prochainement, essayez de faire un CV plus structuré. On leur donne des conseils. Ou parfois même des conseils d'orientation professionnelle parce qu'on se dit, vous allez avoir des gens qui sont très bons, compétents, que vous avez même reçu un entretien, mais vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas adaptés pour le poste que vous voulez. Et ceux-là, vous vous dites, mais celui-là, il aurait pu faire une bonne affaire dans un autre poste. Donc, il y a des cabinets même qui peuvent dire, c'est un bon profil, même si on ne le prend pas parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on veut, il correspond de façon excellente à un autre profil dont on a besoin quelque part. Vous pouvez le recommander. Donc, il y a des gens qui ont raté des recrutements, mais c'est lors de ce recrutement qu'on les a recommandés pour d'autres recrutements, pour d'autres entités. Donc, on peut lui dire, ah, pour votre profil-là, il y a telle entité qui est en train de recruter, voilà l'offre, on vous envoie, voilà la de recrutement, allez déposer, vous avez toutes les chances. Donc, tout dépend du traitement interne. Et c'est l'un des traitements là qui vous amène à cette mention. D'autres se disent, si on a 1000 candidats, on ne va pas pouvoir faire un mail personnalisé à 1000 candidats. Donc, on vous dit, au lieu de dire, on a lancé un processus, je ne sais pas si j'ai été retenu, on est à quelle étape, on vous dit en même temps, seuls les candidats présélectionnés seront contactés, mais on augmente le délai prévisionnel, c'est-à-dire au bout de 3 mois. Si au bout de 3 mois, on ne t'a pas contacté, c'est qu'il faut comprendre que tu n'as pas été retenu. Maintenant, bon, tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas été retenu. Et ça dépend aussi de votre manière de faire. Je pense qu'on est en train de publier, mais moi, on l'a déjà fait un carrousel sur cette gestion-là. Comment gérer un processus de recrutement? Quand vous êtes dans un processus, comment vous le gérez? Que vous ayez été retenu. Vous allez voir des gens qui n'ont pas été retenus, mais qui font des mails à l'entité pour dire, non, expliquez-moi pourquoi je n'ai pas été retenu. Ça va me permettre de m'améliorer. Et on lui répond. Donc, ça dépend aussi quand même de votre initiative personnelle. Il ne faut pas rester bras croisés, vous m'offrez pour dire, on ne m'a pas retenu. Tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas été retenu. Tu pourrais aussi répliquer les mêmes erreurs ailleurs, tu vas maximiser tes chances de ne pas être retenu. Donc, même quand l'entité ne prend pas les devants, vous avez la possibilité de vous rapprocher de. Ce n'est pas une entorse, c'est même recommandé. Il y a des entités, même quand vous les écrivez comme ça, vous gardez un lien. Ils vous mettent dans leur base de données, ils vous disent, ah ben celui-là, apparemment, il est intéressé par ce qu'on fait. Et ah bon, voilà. Donc, ça peut vraiment être là aussi à votre avantage. Je ne suis pas spécialiste des ressources humaines, mais pour ce que j'ai pu pratiquer, ce sont des petits conseils que je peux vous donner.
Organisation technique managériale, nombre de personnel, qualification générale. Je pense que j'ai déjà parlé au niveau du personnel, j'ai déjà répondu à ça. Organisation technique et managériale, c'est la présentation que vous allez avoir de la structure, c'est-à-dire son organigramme, sa présentation, les postes, comment il fonctionne. C'est le fonctionnement de la structure qui est évalué en grille. C'est son fonctionnement qui est évalué à ce niveau. Et vous allez avoir, par exemple, l'organigramme et tous les autres documents qui sont évalués. Malheureusement, c'est subjectif, comme je l'ai dit, parce que il n'y a pas d'organigramme type au monde. Il n'y a pas un organigramme type où c'est comme ça qu'on fait un organigramme. Chacun fait son organigramme comme il veut. C'est comme un CV. C'est à l'appréciation. Un CV, il n'y a pas de mauvais CV. Il y a pas de, non, il n'y a pas de CV qui ne soit pas acceptable ou pas. C'est un CV qui ne correspond pas ou qui n'est pas apprécié, c'est tout. Un CV, ça peut se faire de mille façons. Ça reste correct. Maintenant, c'est le jugement qu'on porte à ce CV-là qui va déterminer. Voilà. Donc, organisation technique et managériale, vous allez avoir des critères suivants. Notamment, l'un des plus gros documents qu'on évalue, c'est l'architecture même du cabinet ou du groupement du cabinet. Les qualifications générales sont bien sûr demandées, c'est converti que vous êtes dans le domaine. Donc, votre registre de commerce est demandé ici. Parce que si vous dites que vous êtes dans le domaine des études de faisabilité, on va le remarquer dans votre registre de commerce. On met dans l'objet, on met. C'est pourquoi je déconseille à certaines entreprises d'avoir ce qu'on appelle des prestations bateau. Vous allez avoir des cabinets qui font 50 choses à la fois. Quand vous mettez dans vos statuts 50 prestations, comment est-ce qu'on pourrait mettre ces prestations-là sur un registre de commerce? C'est pourquoi on vous met après, etc. Et parfois, c'est ce qui est important là qu'on a mis dans, etc. Donc, vous êtes obligé d'aller justifier ça à travers encore vos statuts pour qu'on soit sûr que vous êtes dans ce domaine. C'est tout. Nombre de mots à fixer. Bon, sauf erreur de ma part, je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas dit qu'il faut fixer le nombre de mots. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé du nombre de pages plutôt. J'ai dit un maximum de 15 pages, par exemple. On va peut-être définir au niveau je pense, de la police à utiliser, de la taille, des interlignes, des marges. C'est de ça que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé du nombre de mots. On fixera. Et quand je dis 15 pages, on fixe toujours au maximum. Ça peut être 10, ça peut être 15, mais c'est au maximum. Si tu peux présenter tout en 8 pages, il n'y a pas de problème. C'est si tu dépasses le maximum que ça pose un problème. Donc, il n'y a pas de nombre de mots requis. Si tu peux présenter tout ton cabinet en 5 pages, selon les critères demandés en utilisant la police, la taille, l'interligne, les marges demandées, aucun problème. Si tu le fais en 14 pages, en répétant aussi ces 10 critères-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il n'y a pas un nombre de mots requis. Je n'en ai pas parlé, sauf erreur de ma part. Maintenant, si les gens le font, c'est que c'est une entorse. C'est une entorse. Je pense que le fait d'y de cadrer suffisamment cadre automatiquement aussi le nombre de mots. Quand vous cadrez la police, la taille, les interlignes, les marges et tout, ça cadre automatiquement plus ou moins le nombre de mots à utiliser. Ça vous donne l'amplitude. Donc, c'est inutile d'aller dire entre tel et tel nombre de mots. Quand vous donnez déjà le maximum de pages, c'est déjà suffisant. Il ne faudrait pas aller rentrer dans cette dynamique où vous voulez coûte que coûte mettre une camisole de force et demander à ce qui tape, à ce qui présente avec un certain nombre de mots exacts ou une amplitude de mots. Ce n'est pas aisé. Parfois, quand vous mettez cette camisole de force-là, ce n'est même pas dans votre intérêt, vous-même qui voulez la prestation, parce que les entreprises vont chercher à juguler des choses et ça ne va pas forcément être à votre avantage parce que vous n'aurez pas les informations correctes. Voilà. Donc, je pense que là, c'est le point des questions et je crois que j'ai répondu à tout le monde. On a 10 minutes de plus, c'est toujours bien, c'est toujours correct, c'est toujours apprécié. Ça montre quand même l'intérêt que vous avez pour le thème et moi, je vais vous remercier pour cela. Monsieur Monsieur le Henry, professeur. Oui, merci beaucoup. Vous merci. avez surfé sur toutes les questions. Il y en a une ici, celle de Monsieur Adisso. Permettez-moi de vous J'ai pas la répondu à reposer. ça. Non, celle-ci, elle est venue après le démarrage déjà de la pile de questions reçues, des réponses là. Et il dit, j'entends souvent dire que sur les prestations intellectuelles, il est plus facile de faire passer un cabinet qu'on désire être attributaire du marché. Vous recommandez de minimiser ce risque en évitant de trop pondérer les critères subjectifs. Non. La question maintenant, Merci. n'y a-t-il pas toujours un risque de voir un consultant attributaire d'un marché pour une différence de points compris entre 1 et 5? Reprenez cette dernière partie, j'ai pas bien compris. N'y a-t-il pas un Oui. risque de voir un consultant
attributaire d'un marché pour une différence de points compris entre 1 et 5. D'accord. Si, oui. Je pense que pour la première question qu'il a posée, j'ai pas dit ça, hein. Je me souviens pas avoir dit ça. La pondération, c'est un autre débat. Les critères de notation, c'est un autre débat. J'ai séparé ça. Je pense que ça faisait l'objet de deux points différents. J'ai demandé juste à ce que les critères de pondération soient suffisamment définis à l'avance. Parce qu'il n'y a pas une règle exacte pour dire obligatoirement c'est 80, 20, c'est 70, 30. On vous donne des amplitudes, mais attention, il y a des codes aujourd'hui qui ont verrouillé ça pour ne pas que ça amène de la défaillance. Mais des déviances, mais en réalité, c'est pas forcément objectif parce que les prestations ne sont pas les mêmes et ne recommandent pas le même niveau de complexité. C'est ça le défi. C'est ce que je disais. Voilà. Maintenant, au niveau des critères dont je parlais, c'est que ce sont des critères que vous retrouvez dans l'AMI et dans la demande de proposition. Et au niveau de, il a parlé tout à l'heure de, sa dernière question, c'était quoi? J'oubliais là. Il a parlé d'une différence de points. Mais ce sont les règles du jeu. Tu peux perdre avec un point, hein. Tu peux perdre avec un point, il n'y a pas de problème. Parfois, vous allez voir que dans l'AMI, on vous demande 70, mais si vous avez 69, vous perdez. Mais vous allez voir que peut-être que si vous avez eu un point de plus quelque part, c'est ce qui vous aurait amené à 70. Donc, ce sont les règles du jeu. Donc, il faut bien faire. Si vous perdez, vous avez perdu. C'est clair. Maintenant, vous dites que vous avez entendu que c'est plus facile, mais bon, moi, je n'ai pas cette information. Je ne sais pas comment ça se fait parce que c'est suffisamment cadré. Maintenant, bon, si d'autres trouvent des moyens, c'est aussi à d'autres de trouver les moyens pour contrecarrer ça. Et vous avez parlé de risque deux fois. Et c'est ça le problème du processus de passation des marchés. Il n'y a pas le risque zéro. Ces risques-là sont suffisamment évalués. Il y a plusieurs catégories de risques qu'il faut évaluer. Et, et cela pourrait quand même... Je pense que j'ai une formation sur la cartographie des risques en marché public. Je vous invite à suivre parce que c'est un des thèmes d'actualité. La cartographie des risques du 18 au 27 septembre, le mois prochain, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est une de nos formations qu'on va faire le mois prochain. Je serai à Dubaï, donc si vous voulez rejoindre, vous pouvez nous rejoindre là-bas, sur place. Du 18 au 27 sur la cartographie des risques. Et comme je l'ai dit, il y a ces risques-là que vous devez maîtriser. C'est tout le long du processus. Les marchés, plus même en eux-mêmes, c'est un risque. Vous voyez, vous avez des risques de conformité, vous avez des risques technologiques, des risques opérationnels, des risques stratégiques, tout, des risques en termes de legal, en termes d'environnemental, political, il y a tous les risques. Donc, tout ça, c'est fait suffisamment de la planification jusqu'à la fin. Donc, les risques financiers et aujourd'hui même les risques d'intégrité aussi. Donc, tous ces risques-là, vous les intégrez et vous savez à chaque étape quels sont les risques qui se présentent et quelles sont les discussions que vous devez prendre. C'est tout. Voilà. Quand c'est suffisamment fait, quand la cartographie des risques est suffisamment maîtrisée, que ce soit au niveau de la passation ou au contrôle des marchés publics, pour minimiser les risques. Mais il n'y a jamais le risque zéro. Ça ne peut contribuer qu'à minimiser les risques. Puis voilà. Donc, vous pouvez perdre. Et vous allez voir que même au niveau de l'évaluation combinée, vous allez voir qu'un cabinet est moins cher, mais s'en sort pas à cause des critères de pondération. Vous allez voir qu'un cabinet a la meilleure note technique, mais n'est pas retenu. C'est celle qui a la deuxième meilleure note technique qui est retenue. Tout ça, c'est la pondération. C'est un peu comme à l'école, au secondaire. Vous avez des coefficients au niveau de la mathématique, français, anglais, tout ça. Vous allez voir, c'est de la même manière que ça fonctionne, hein. Vous pouvez être le premier en maths de la classe et être le dixième, hein, finalement. Ça ne veut rien dire. Donc, tout dépend des coefficients qu'on accorde dans cela. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment bien les retenir. Sinon, vous allez faire de la disparité et ça ne va pas vous arranger. Vous allez vous rendre compte que, mais si j'avais mis du 70, 30 au lieu du 80, 20, j'aurais dépensé moins et j'aurais eu une qualité égale. À qualité égale, vous allez dépenser plus, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment savoir comment juger. On ne met pas ces notes, ces coefficients de pondération là en l'air comme ça, non. Il faut bien examiner, faire des simulations de savoir qu'est-ce que vous mettez en place. Mais la base, c'est la complexité de la mission recherchée. Quand vous estimez qu'il faut vraiment de la qualité, pour ça, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Ce n'est pas une prestation usuelle, elle n'est pas banale, elle n'est pas courante. Il faut vraiment faire attention au niveau des coefficients de pondération, notamment au niveau de la qualité. Ne cherchez pas forcément à avantager le prix parce que vous risquez d'avoir un cabinet qui vous fait un bon prix, mais qui n'est pas vraiment compétent. Voilà. Merci. Monsieur Envy, Oui, merci beaucoup, consultant. En attendant oui. votre mot pour conclure cette séance très, très riche, je voudrais déjà rappeler à tous les participants de bien vouloir prendre rendez-vous pour le prochain webinaire. Ce sera le 9 septembre, toujours aux mêmes horaires.
15 heures à 16 heures GMT. Heure GMT, je tiens à préciser. Vous qui ici êtes du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, dans l'Afrique de l'Ouest, essayez, fouiller, vous en saurez davantage. C'est soit l'heure locale, -1, -2, ou peut-être +1, +2. Et ce sera un thème très intéressant. Ça va porter, ce webinaire, j'entends, sur les bases du management environnemental selon ISO 14001. Veuillez prendre le rendez-vous. Nous remercions tous ceux-là qui sont très présents sur le site de BAS Consulting. Merci de rester scotché à nos programmes. Merci également à M. Doroua qui, tout à l'heure, il attend, oui, voilà, qui dit tout son intérêt pour la formation sur le financement des projets en partenariat public-privé. Prenez également note du programme dont le consultant a parlé tout à l'heure, parlant des risques en marché public. Nous serons à Dubaï. Et bien avant cela, une formation sur le thème la planification des marchés publics selon l'approche basée sur les risques aussi. Et là, ça va se tenir au Bénin en présentiel à Grand Popo. Veuillez nous suivre sur nos pages et vous en saurez davantage. Merci beaucoup, consultant. Et pour ceux qui sont à Abidjan aussi, le même thème sera appliqué début septembre, je pense. Donc, on va faire Grand Popo et Abidjan, ce sont les mêmes thèmes. C'est une semaine, c'est en 2 semaines qu'on fait les deux. Et après, on fait Dubaï immédiatement sur la cartographie des risques. Merci. Donc, je vais souhaiter à tout le monde très bon après-midi, très bonne fin d'après-midi. J'espère vous retrouver sur les prochains programmes. Merci beaucoup.